Bonjour, je m'appelle Juan Tamayo, je suis directeur artistique chez But Music. But Music est une société d'édition musicale qui est basée en Allemagne et je travaille pour la filiale française. Et j'ai été invité par les équipes de l'IDEM venir intervenir auprès d'une classe ici pour un stage de professionnalisation, c'est-à-dire un peu de vulgarisation et d'initiation au métier de la musique, aussi bien la production phonographique que l'édition musicale, que le spectacle vivant. Ce qui m'a amené au métier d'éditeur musical, c'est le hasard. Je n'avais pas du tout prévu de faire ce métier. Je ne savais même pas que ce métier existait vraiment. Et à un moment, j'ai écrit des chansons en tant qu'auteur-compositeur. C'est comme ça que j'ai été confronté à des éditeurs pour placer des chansons, pour essayer de partager des chansons pour d'autres, parce que j'avais écrit des textes dans des groupes ou pour des artistes avec qui je bossais. Et donc, un pote à moi, que je ne nommerai pas, a été un jour assez dur et assez lucide avec moi, m'a dit, genre, tu n'y arriveras pas. Tu vas pas y arriver. Et il m'a dit, genre, par contre, tu as un truc dans la musique, tu peux aider d'autres gens, tu as une compétence. Et il m'a donné le numéro d'un éditeur que je suis allé voir, mais pour présenter mes chansons. Je restais dans l'idée que j'allais faire des chansons. Ce gars m'a reçu, a écouté mes chansons, a trouvé que c'était pas terrible. Et il m'a dit, genre, par contre, j'ai un job pour toi. Et il m'a dit, tu connais la synchro? Je lui ai dit, bah, évidemment, je connais la synchro. Et il m'a dit, bah, si tu connais la synchro, tu commences lundi. Et j'ai commencé à bosser comme ça. Je suis allé bosser. J'étais dans une période de ma carrière en tant que musicien qui était un peu dans le creux. Je suis allé pour voir. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai découvert des métiers, des gens qui étaient assez incroyables. Je savais même pas que la synchro, ça existait. C'était super. Je suis arrivé dans le bureau. Il m'a dit, bah, je fais quoi aujourd'hui? Il m'a mis un paquet de disques comme ça sur le bureau. Il m'a dit, bah, t'écoutes tout ça. Et donc je me suis dit, mais je vais te payer aujourd'hui pour écouter de la musique? Il m'a dit oui. Pourquoi? Je savais pas que ce métier existait avant. Et je suis rentré comme ça. Et c'est plutôt très sympa. Et après, je suis rentré par ce biais-là en contact avec la production ciné, pub. Et j'ai développé un réseau qui m'a fait que, un peu par hasard, je suis devenu un professionnel de la profession, comme on dit. Et les moments marquants, bah, cette embauche, elle a été assez incroyable. Quelques années plus tard, le directeur est parti de cette société et du haut de ma prétention, j'ai dit, bah, je vais postuler. Et je suis devenu directeur général de la société, quelques années après avoir été musicien. Et ça, c'était super aussi, parce que du coup, je passais d'un métier à tous les métiers. Un autre moment marquant, c'est l'artiste que tu découvres. Donc, c'était une fille qui s'appelait Raphaël Lanader, qui avait un projet qui s'appelle Elle, qu'on a fait signer chez Tôt ou Tard. Et quand elle a eu son premier disque d'or, eh ben, c'était un aboutissement, c'est-à-dire qu'on accompagnait une artiste jusqu'au moment où elle avait une reconnaissance publique et professionnelle et commerciale. Alors, dans la mesure où c'était de la chanson, c'était pas mainstream, mais c'était un moment vraiment hyper cool. L'édition musicale est une activité qui est liée à l'œuvre. Et dans cette activité, il y a plusieurs aspects, des aspects administratifs et des aspects créatifs. Donc, il n'y a pas deux éditeurs qui font ce métier de la même façon. Il y en a qui vont être focalisés plutôt sur des aspects vraiment administratifs, qui vont accompagner l'exploitation des œuvres, la documentation des œuvres. Ils vont être très précis là-dessus et ils vont permettre d'optimiser les revenus. Et il y a d'autres éditeurs ou des services. Moi, je suis directeur artistique. Mon rôle, c'est l'accompagnement des artistes, auteurs, compositeurs, autrices, compositrices avec lesquels je travaille. Et mon travail, ça va être de les aider à développer leur carrière au travers de leur œuvre. L'éditeur musical, il est lié à l'œuvre. Il est copropriétaire de l'œuvre. Quand on signe un contrat de cession avec un éditeur, l'éditeur devient copropriétaire avec l'auteur-compositeur de l'œuvre. Et donc, il a intérêt à que cette œuvre existe. Et moi, je suis dans une étape où on va faire que ces œuvres existent. Au départ, elles n'existent pas. De me donner les moyens de travailler, de composer, avoir un regard un peu critique. Je suis le premier spectateur, le premier auditeur, le premier public parfois de certains artistes. Donc ça me permet de les orienter, de dire bah, cette chanson elle est mieux que celle-là, tiens cette chanson elle est super mais elle se finit pas bien, le texte tu m'as perdu ou tu m'as mis les poils, je suis carrément embarqué dans ta chanson, donc ça permet d'être moins seul. Et après il y a plein d'autres profils, il n'y a pas que des artistes qui sont interprètes, il y en a qui écrivent pour d'autres, donc c'est faire qu'ils se rencontrent. Un compositeur et un auteur qui se rencontrent pour écrire pour un interprète, c'est faire que ces chansons, ces œuvres rencontrent les interprètes, rencontrent les autres acteurs du marché, comme des DA, des maisons de disques.
Et parfois, il y a des compositeurs, des compositrices qui se dédient à la musique à l'image. Et donc, c'est les faire évoluer dans cette musique à l'image, leur faire rencontrer des producteurs de cinéma et les faire progresser dans une narration qui est différente de la chanson. La difficulté, c'est de leur apprendre quelque chose, c'est que quand tu es un compositeur, tu as une sensibilité, tu as une personnalité, tu as un imaginaire, mais dans la musique à l'image, cet imaginaire, il est au service de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le réalisateur, et il faut apprendre à travailler, non pas avec d'autres musiciens, mais avec d'autres artistes qui ont un autre mode de communication, un autre mode de narration, et pourtant, à deux, il va falloir faire une œuvre qui ait du sens et qui touche un public, qui trouve son public. Donc les formations, et notamment les formations de l'IDEM, je pense que pour moi, elles sont utiles dans le sens qu'elles permettent de gagner du temps. Comme toute formation, quand tu as un guide, tu te perds moins. Il a déjà éprouvé le chemin, donc il va t'accompagner sur ce chemin. Donc les formations sont un moment d'initiation, d'apprentissage, donc elles sont utiles. Et sur les aspects professionnels, ça fait gagner du temps parce que parfois tu seras en contact avec des professionnels de la musique qu'au bout d'un moment de ta carrière. Au début, peu, puis beaucoup. Et le fait d'avoir une première expérience, quelqu'un qui fait un retour sur l'expérience en disant « voilà ce que je fais, voilà quel est mon métier ». Et si vous rencontrez des gens qui font le même métier que moi, voilà ce qui m'intéresse. Ça permet peut-être d'un petit peu affiner la façon de se présenter, la façon de présenter son travail, la façon de démarcher avec son travail, la façon de se présenter, tout simplement. Et quel conseil je donnerais de toute manière, c'est travailler. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on ne travaille pas, on ne va pas réussir à acquérir les connaissances nécessaires. Et après, c'est d'expérimenter plein de choses tout le temps. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Donc, j'ai envoyé un mail à un DA, et il ne me répond pas. Ça ne veut pas forcément dire que ma démarche, elle n'est pas bien, c'est qu'il n'est peut-être pas disponible. Il m'a répondu que c'est pourri. Bon, c'est peut-être pourri, c'est pas grave pour lui. Et en tout cas, il m'a répondu. Donc, ça veut dire que j'ai déclenché quelque chose. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des choses et pas hésiter à se tromper. Des fois, on se trompe. Des fois, du premier coup, on a bon. Et les formations permettent de un peu démystifier, en fait, enlever un poids en se disant c'est des gens, ils sont inaccessibles. Un DA de maison de 10, c'est cette espèce de demi-dieu. Non, c'est quelqu'un qui est comme vous. Qui, parfois, il est extrêmement sollicité et donc, du coup, il brade certaines choses. Mais la musique l'intéresse, il a envie de trouver des nouveaux talents. Moi, je me réveille tous les matins, je suis angoissé de trouver un truc qui va me faire vibrer. Je suis pas cynique, je suis pas aigri, je suis pas déçu, je suis pas blasé. Tous les jours, j'ai envie d'écouter une musique qui me fasse faire quelque chose, qui me mette en joie, qui me fasse pleurer. Un nouvel artiste que je connaissais pas, où je me dis je savais même pas que cet artiste existait. Donc, il y a une curiosité. Après, les nouveaux outils, les nouveaux logiciels, les nouvelles façons de faire, ça pose question. Si tu m'avais posé cette question il y a 3 ans, de qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'avenir? Facile. Je te répondais aisément, je te faisais un plan sur 15 ans, business plan, etc. Aujourd'hui, je ne saurais pas. Je ne saurais pas exactement te dire de quoi va être fait l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il était, etc. Mais il y a énormément de changements dans la façon de faire les choses, dans la façon de les consommer, dans la façon de les percevoir, dans la valeur qu'on leur donne. Et l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui quelque chose qui vient chambouler tout, parce que la mécanisation, avant, c'était on remplaçait des tâches mécaniques, astreignantes, contraignantes, chiantes, que personne n'avait envie de faire, donc on met un robot, il fait ça, on est content. Là, aujourd'hui, ça pose question parce que l'intelligence artificielle s'attaque à ce qu'on appelle les métiers passion. Je fais ça parce que j'ai une passion et c'est censé être l'expression de mon humanité, de ma personnalité, de ma sensibilité, et il y a une machine qui arrive à le simuler assez bien. Donc, ça peut être hyper inquiétant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je suis vraiment curieux. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai vraiment envie d'en faire partie. Et le conseil que je pourrais donner à un jeune artiste, c'est justement la mécanisation, l'informatisation des choses et l'intelligence artificielle a tendance à uniformiser les formats. Il va trouver le plus petit dénominateur commun. C'est ce que fait une machine. Il va trouver ce qu'on appelle une approximation crédible. C'est souvent quelque chose qui est connu, entendu, déjà entendu. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais il n'y a pas de surprise. Et ce que je conseillerais, c'est de travailler la surprise. La création passe par des choses inattendues. On va de plus en plus passer par des choses inattendues. Et moi, je suis assez excité
parce que la musique a tendance à se standardiser. Le genre majeur d'une chanson à une autre, ça a tendance à se ressembler. Et comme maintenant l'intelligence artificielle arrive à standardiser ces choses-là, elle arrive à le faire aussi bien que nous. Donc nous, ce qu'on sait faire de mieux, c'est la surprise. Le retour du texte. Moi, je crois beaucoup dans le retour du texte. Les ChatGPT, tu demandes d'écrire une chanson, t'écris un texte qui est pas ouf. C'est pas dingue. C'est bien écrit, il y a des mots, c'est bien fait, mais il n'y a pas de surprise. Et c'est souvent assez... c'est des lieux communs, des choses assez plates. Peut-être il évoluera. Et aujourd'hui, je pense que le conseil que je donnerais à des jeunes musiciens, c'est vraiment... Et c'est le conseil qu'on donnerait aujourd'hui, c'est de travailler leur singularité, de faire des choses qui sont personnelles, parfois un peu bizarres, et le public va venir avec eux, ils vont s'amuser, et on va continuer à être créatifs et à créer du relationnel, ça va être super cool.